20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h, bienvenue à toutes et à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Vous êtes bien sur Fréquence ESJ, It's and Talk, et on est ensemble pendant 1 heure avec vous. Hugo Bernal ici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme ce soir de 20h l'invité, les mesures sanitaires en France sont-elles suffisantes pour que dans quelques semaines, nous rouvrions les terrasses et les magasins, ce que fait en ce moment le Royaume-Uni? On se posera la question juste avant de faire le point sur la vaccination et le manque de doses déploré par les élus locaux. La loi sécurité globale qui doit mieux protéger les forces de l'ordre doit être définitivement adoptée jeudi. Pour l'opposition, malgré la réécriture, elle reste problématique, notamment au niveau des libertés individuelles. On verra ce que vous reprochez à cette loi, Hugo Bernal ici. Et puis au programme aussi de 20h l'invité, la fameuse union de la gauche est-elle possible et réalisable pour la France Insoumise en vue forcément de 2022? On s'attardera dessus et après s'être arrêté sur la loi climat et résilience, toujours en débat à l'Assemblée nationale. La France Insoumise veut notamment interdire la publicité pour les smartphones. Si vous êtes avec nous, vous pouvez réagir, nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou un message sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Hugo Bernal ici, c'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Hugo Bernal ici, on commence cette émission avec un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ. Un mot qui résume une des actualités fortes de ce mardi 13 avril. Et ce mot, c'est encore. Après le report des municipales, le report une première fois des élections départementales et régionales, Jean Castex a annoncé devant les députés qu'un décret interviendrait dès la semaine prochaine pour, encore une fois, reporter ces élections régionales et départementales seront donc maintenues en juin, mais décalées d'une semaine, les 20 et 27 juin. Hugo Bernal ici, il le faut, ce report d'une semaine? J'en sais rien. Je dois vous dire que j'ai pas compris pourquoi on reportait d'une semaine. Pourquoi pas 2 semaines? Pourquoi pas 3 semaines? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Jean Castex, et en tout cas pour mieux organiser les 2 scrutins, qu'ils se fassent dans de bonnes conditions. Oui, très bien. Mais alors du coup, je sais pas quel est le nouvel argument qu'il a sur la table qui lui permet de dire qu'il faut décaler d'une semaine. J'ai cru comprendre ici ou là que c'était pour gagner 1 semaine de vaccinés en plus. On parlera ensuite des vaccins, mais ça a l'air mal barré pour qu'on soit bien organisé pour ces élections. Alors il y a un vote symbolique qui se fait en ce moment à l'Assemblée nationale. La France Insoumise va donc voter contre ce report d'une semaine? Non, les votes symboliques, on évite, parce que justement ils sont symboliques. Moi je vote des trucs concrets, soit on vote une date, soit on vote des moyens de campagne particuliers pour faire face à la pandémie, parce que je rappelle qu'une élection, c'est pas juste le jour où on met son bulletin de vote dans l'urne. Une élection, c'est aussi une campagne pour que les gens se forgent leur avis, qu'on puisse essayer de les convaincre. Alors justement, sur la campagne, votre collègue député LFI, Adrien Quatennens, demandait un maintien conditionné notamment à une véritable campagne, donc des débats télévisés, un accès plus facile avec un site internet notamment aux différents candidats, à leurs projets. C'est ce qui va être fait. Jean Castex a assuré que ce serait fait. Ça vous convient? Non. Jean Castex n'a rien assuré du tout. Il a dit qu'il allait voir avec l'audiovisuel public pour qu'il y ait des débats. Donc, voir pour qu'il y en ait, excusez-moi, c'est quand même un peu une maigre garantie pour un vote symbolique. Non merci, on ne fait pas ça. Soit il nous dit, dans toutes les régionales de France Télévisions, à des heures de grande écoute, chaque semaine, il y aura un débat avec toutes les listes. Ok, on prend. Soit il se moque du monde. Et il se moque du monde. Par exemple, sur l'accès aux professions de foi sur Internet. Savez-vous que ça fait déjà 5 élections que c'est le cas? Moi-même, quand j'étais candidat aux dernières législatives, ma profession de foi était disponible sur Internet. Effectivement, ça a été le cas notamment pour les municipales l'année dernière. Donc vous avez là un Premier ministre qui arrive, qui dit « Je vous propose des nouveaux moyens de campagne pour faire face au Covid, vous pourrez avoir votre profession de foi sur Internet, le truc qui existe déjà. » Non mais on se moque du monde. Ce qu'on lui a demandé concrètement, par exemple, quelque chose de réaliste. Vous savez, très rapidement, s'il vous plaît, 3 jours avant la date du scrutin, on a une profession de foi qui est reçue par voie postale. Tout le monde la reçoit avec les petits papiers, on les regarde ou pas, mais en tout cas, au moins tout le monde l'a. On a proposé qu'il y ait un 2e envoi en début de campagne officielle. 3 semaines avant la date du scrutin et puis quelques jours avant la date du scrutin. Ça, c'est une mesure concrète, efficace, tranquille, où tout le monde pourrait faire la démonstration de son programme politique. Bon, ça, il s'en fiche, il en veut pas. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Il nous reste que les yeux pour pleurer et 1 semaine de décalage de la campagne. Bon, écoutez, c'est pas satisfaisant, je suis désolé. Merci Hugo Bernal ici. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.
Dans quelques minutes, on va revenir sur la situation sanitaire et notamment l'évolution du variant brésilien en France qui inquiète de plus en plus de spécialistes. Avant ça, Hugo Bernalicis, on apprend à mieux vous connaître pour comprendre aussi vos prises de position. La loi Fillon sur l'éducation, par exemple, c'était l'un de vos premiers combats, Hugo Bernalicis, en tant que militant. Vous étiez contre, évidemment. Depuis, les combats, les luttes se sont multipliées. Vous avez changé de rôle en devenant député en 2017. Et malgré ça, vous restez attaché au militantisme. On a pu le voir le 22 mai dernier lorsque vous étiez présent au tribunal pour apporter votre soutien à un jeune décrocheur d'un portrait d'Emmanuel Macron. Vous l'avez compris, on revient sur votre parcours avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon, bonsoir Hugo Bernalicis. Un père militant, un grand-père élu municipal, un arrière-grand-père déporté pendant la Seconde Guerre en raison de ses convictions politiques. Malgré cet héritage, est-ce que vous regrettez parfois d'avoir fait le choix de devenir élu de la République ? Pourquoi vous voulez que je le regrette ? C'est un honneur, d'ailleurs pour tout citoyen, pour tout militant, c'est un honneur de pouvoir porter aussi haut ces revendications, ces combats, qui ne sont pas juste les miennes, qui sont celles de les électeurs qui m'ont élu, et puis de milliers de camarades avec qui je partage une histoire militante déjà depuis maintenant une quinzaine d'années que je suis très engagé politiquement. Donc non, c'est un honneur, pas du tout un regret, bien au contraire. Non, le seul regret, c'est de ne pas être au gouvernement. Ça c'est vrai, ça je vous l'accorde. C'est pourquoi nous retenterons notre chance en 2022, et j'espère que nous pourrons gagner avec Jean-Luc Mélenchon et sa candidature à l'élection présidentielle. Dans votre jeunesse, on l'a dit, vous avez milité contre le CPE du gouvernement Villepin. On l'a dit aussi contre la loi Fillon sur l'éducation. Vous avez d'ailleurs organisé le mouvement entre les 3 lycées publics de Calais. Vous étiez persuasif. Est-ce que vous avez toujours l'impression de l'être aujourd'hui à l'Assemblée ? Oui, mais on n'est plus au lycée là. Donc ceux que j'ai en face de moi, ils sont eux-mêmes élus, eux-mêmes ont des convictions assez dures et dépendent d'un monsieur, ou plutôt d'un monarque qui s'appelle Emmanuel Macron, et donc qui verrouille un peu tout le système institutionnel et qui fait que les marges de capacité à convaincre mes collègues sont extrêmement faibles. On est dans la 5e République, le fait majoritaire est très fort, le peu de lignes qui ont bougé, elles ont bougé très marginalement. Tout ce qui a été décidé par Emmanuel Macron finit par s'appliquer, l'Assemblée nationale étant devenue une chambre d'enregistrement. Donc vous n'avez pas l'impression de l'être à cause d'Emmanuel Macron, et c'est dur à mettre en œuvre à cause de ça ? Oui, parce que moi je me trouve plutôt convaincant, mais bon, je suis pas le plus objectif pour en juger, vous en conviendrez. Mais c'est sûr que ce système, il est verrouillé, et il faut le changer. C'est pourquoi nous proposons de passer à une 6e République, parce que le parlementarisme tel qu'on l'imagine... Qu'est-ce qui changerait sur le rôle des députés ? Il pourrait y avoir plus d'initiatives parlementaires. Il pourrait y avoir une décorrélation, c'est-à-dire qu'on déconnecte les élections législatives pour les députés de celles de la présidentielle, ce qui fait que les gens ne dépendraient plus de leur candidat à l'élection présidentielle, faisant en sorte qu'un député qui veut changer d'avis et qui n'a pas besoin de l'investiture au nom du candidat à l'élection présidentielle pourrait avoir cette liberté-là. Et donc on pourrait avoir la liberté de se convaincre et qu'on arrête ces histoires de faits majoritaires. Il faudrait que vous invitiez des anciens, si ça n'a pas déjà été fait, mais des anciens députés de La République En Marche qui ont quitté leur groupe politique. Ils pourraient vous expliquer ô combien ils subissent des pressions, des coups de téléphone intempestifs parce qu'ils ont émis une hypothèse d'être pas forcément d'accord avec une loi. Bon. Justement, sur le rôle des députés, dans un sondage pour le JDD, seulement 24% des Français avaient une bonne opinion des députés. Lors de votre victoire aux législatives en 2017, vous promettiez, c'est beaucoup moins que pour les maires par exemple, oui. Vous promettiez de faire souffler un vent nouveau, casser les codes à l'Assemblée. Ça, vous avez l'impression d'avoir réussi ? Plutôt, déjà on est arrivé sans cravate, donc ça a été plutôt remarqué comme cassage de code. Et vous ne l'avez toujours pas ? Non, j'ai toujours pas, ça m'évite de la salir. Donc au moins comme ça c'est plus simple. Mais oui, je crois qu'on a cassé les codes, y compris parce qu'on a un usage assez important des réseaux sociaux. On a été les premiers à être sur Twitch avec Jean-Luc Mélenchon et à faire de la politique d'une autre manière, à aller sur le terrain, à se mettre à être en manifestation avec les écharpes. On nous l'avait reproché d'ailleurs à l'époque, qu'est-ce que viennent faire des gens en écharpe dans des manifestations ? Justement, si c'est pas là qu'on la met l'écharpe, on la met quand ? Bon. Et ça, les réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même des rapprochements avec justement La République En Marche. J'ai envie de dire que c'est plutôt le contraire. Ils nous ont toujours couru après. Même pendant la campagne présidentielle, vous pouvez remarquer que des dispositifs de campagne que nous avons mis en place, vous prenez 3 mois plus tard, vous regardez, ils font la même chose. On avait mis en place pendant l'été de la campagne, l'été 2016, des caravanes pour l'accès aux droits et pour s'inscrire sur les listes électorales. 3 mois plus tard, que fait La République En Marche ? Ils organisent des caravanes dans tout le pays. Bon voilà, ils n'ont aucune espèce d'inventivité, à part copier les autres en moins bien par ailleurs. Je ne vois pas ce qu'ils savent faire d'identique à nous et sur les réseaux sociaux. Excusez-moi de vous dire, mais qu'ils débarquent à grand renfort d'influenceurs parce qu'eux-mêmes n'ont aucune espèce d'influence sur les réseaux sociaux. La France Insoumise, vous l'avez rejoint en 2016, groupe parfois
prisonnier de la polémique à répétition. Comment on se différencie au sein de ce parti ? Je sais pas, vous trouvez qu'il y a des polémiques à répétition ? Il y a eu des polémiques. L'épisode des perquisitions, c'est des faits qui restent en mémoire pour les Français. Comment on se différencie à l'Assemblée ? Alors, ça dépend. Des dans polémiques ce parti ou une polémique ? Un épisode, enfin, moi je sais pas. Ce que je sais, c'est on est là pour créer de la conflictualité et effectivement, parfois, créer ce qu'on peut appeler le buzz pour interpeller, pour faire changer les consciences, pour changer le rapport de force. Et vous regrettez certains buzz ? Non, absolument pas. À aucun moment, parce que à chaque fois, les gens, ça veut dire qu'ils s'intéressent davantage à la politique et ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est quand même l'objectif d'un mandat politique. C'est pas de faire ces trucs dans son coin à l'Assemblée nationale, sur les bancs tout rouges, là, et de squatter à la buvette. C'est pas ça l'objectif d'être parlementaire. Et c'est pour ça que dans bien des cas, d'ailleurs, on nous reproche, à la tribune de l'Assemblée nationale, on entend très régulièrement en disant « Ah, vous êtes là pour faire votre vidéo sur YouTube, vous en avez rien à faire ». Bah oui, je suis aussi là pour faire ma vidéo sur YouTube, bien sûr, évidemment, parce que je m'adresse à tout le peuple français et pas juste à quelques énergumènes de la République en marche qui sont là présents dans l'hémicycle ce jour-là pour m'écouter et puis pour voter contre systématiquement. Bon voilà. Donc moi j'ai pas de difficulté avec ça. Quant aux polémiques, c'est la vie politique. Il y en a tous les jours des polémiques sur Jean-Luc Mélenchon, j'en ai eu quelques-unes moi aussi, et mes collègues, etc. Il y aura toujours quelque chose. Et ma foi, c'est pas ce qui est le plus attirant dans la politique. À la fois à vivre parce que c'est jamais plaisant, mais même à regarder parce que je me dis que les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin c'est la cour de récré, quoi. Donc ça nous grandit pas politiquement quand collectivement et personnalités politiques et journalistes on fait du buzz à bon compte sur un truc qui n'a rien, qui est tout à fait anecdotique. Et on le fait trop souvent malheureusement. Et donc il faut garder à sa noblesse la politique. Et quand on fait des buzz à bon compte sur des faits politiques et pour faire de la politique, alors c'est une bonne chose. Merci Hugo Bernalicis. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. L'Europe a dépassé le million de morts du Covid-19. Un triste record, pourtant, tous les pays ne sont pas au même stade de la pandémie. En France, nous sommes toujours non pas confinés, mais sous mesure de freinage renforcée. Alors qu'au Royaume-Uni, les terrasses de pubs viennent tout juste de réouvrir. Est-ce que nous serons dans la même situation dans quelques semaines qu'au Royaume-Uni ? Est-ce que les mesures actuelles sont suffisantes pour laisser l'épidémie derrière nous ? On se pose la question juste après Love Again d'Alok sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h15. Bienvenue dans 20h l'invité pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On fait le tour de l'actualité pendant une heure avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Et si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Hugo Bernalicis, c'est le moment. Vous nous les envoyez sur les réseaux sociaux, #Fréquence ESJ sur Twitter ou par message sur notre page Facebook. On pose vos questions en fin d'émission et sur n'importe quel sujet. La Covid-19 peut en faire partie d'ailleurs. L'Angleterre a rouvert ses terrasses de bars et restaurants. Alors ça ne concerne pas les Français, toujours dans une sorte de confinement, qui espèrent malgré ça une situation similaire courant mai, comme l'a évoqué Emmanuel Macron. En attendant, la situation est toujours préoccupante en France et les scientifiques se posent la question de savoir si les mesures actuelles suffiront à faire baisser la pression dans les hôpitaux avant une possible réouverture du pays. Théo Grévin. Une soirée en terrasse d'un restaurant à la mi-mai en France, est-ce que vous y croyez ? Franchement, je crois plus en ce gouvernement en tout cas. Donc tout ce qu'ils peuvent annoncer, par principe, je n'y crois pas. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais en tout cas, je crois pas et j'arrive plus à y croire. Pour vous, ça sera pas possible. Je me souviens Gabriel Attal qui nous expliquait lors d'une conférence de presse du gouvernement fin janvier que mi-avril, c'est bon, on pourrait retourner en bar, en terrasse au bar. Bon voilà. Donc vous voyez, mi-avril là, on y est et on n'est pas en terrasse. Bien au contraire, on a reconfiné. Et ce qui est dingue, c'est que même quand il n'y avait pas de confinement, et que Emmanuel Macron disait non, je ne mets pas de mesures plus restrictives, on nous demandait alors, vous êtes content la France Insoumise, il n'y a pas de confinement ? Parce qu'on était pour le déconfinement. Mais on est pour des alternatives au confinement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas reconfiner, il faut faire des choses. Malgré tout, le Royaume-Uni a rouvert ses bars et ses restaurants. Pour le Royaume-Uni. En plus, on a le TGV qui passe à Lille. Là, je pourrais y être en 1h30 à Londres pour aller boire une bière en terrasse. Mais enfin, je sais pas. Mais parce que les Britanniques se sont confinés 3 mois et durement. C'était surtout la solution pour rouvrir les bars à ce moment-là. Bah non, c'est surtout qu'ils ont des vaccins. Quoi. Hein, en l'occurrence, c'est ça le point le plus important. Et il y a aussi eu un confinement 3 mois et sévère. Ils ont eu des confinements. C'est pour ça qu'on nous a dit, par exemple, c'est génial, l'école est restée ouverte très très longtemps. Et on nous expliquait jusqu'à pas plus tard qu'il y a 2 semaines que non, on se contaminait pas plus ailleurs à l'école qu'ailleurs et que tout allait bien dans l'école. Patatras, le lendemain, le chef de l'État le monarque Emmanuel Macron se présente à la télé et nous explique qu'il a une idée lumineuse qui est sortie de sa tête, de son génie, de son conseil de défense,
pour nous expliquer que nous n'allons pas nous reconfiner, non, parce que c'est un gros mot, se confiner. On va avoir, comment vous avez dit tout à l'heure, des mesures de restriction, de freinage en tout cas renforcé. Ok, de freinage renforcé. Il se donne du mal quand même, pour pas dire le mot confinement, alors qu'en fait on est confiné depuis, je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais le fait que tout soit fermé à 18h, il faut être chez soi et qu'il n'y a plus rien à faire à part aller au boulot. Alors justement, si c'est pas une sorte de confinement, bon. Première étape du déconfinement, Attendez, Hugo Bernalicis, ça sera la réouverture des écoles justement, le 26 avril. Non, sur ce point, faut pas faire comme ça parce que si Emmanuel Macron l'a promis aux élèves sans qu'il n'y ait d'impératif, sans se baser sur les chiffres sanitaires. Non, mais Emmanuel Macron, faut qu'il arrête d'être tout seul dans sa tête. Il y a ce qui s'appelle une démocratie, d'accord ? Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat. On pourrait discuter de tout ça collectivement. On pourrait confronter les points de vue plutôt que de faire des lois sur la séparatisme, je sais pas quoi, de faire la chasse aux musulmans là, c'est n'importe quoi ça. Prenons du temps pour ça, pour régler la crise sanitaire. Le faire collectivement, c'est aussi améliorer l'adhésion des Françaises et des Français aux mesures qui pourraient potentiellement être prises. Parler avec tous les députés des mesures actuelles, il ne peut pas inviter tous les députés au Conseil de défense sanitaire. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de Conseil de défense. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Même pendant la Première Guerre mondiale, on a fini par avoir l'Assemblée nationale qui a repris la main après les 6 premiers mois de la guerre et qui a décidé, il y avait un comité parlementaire qui décidait des affaires de la guerre. Bon. Et là, alors on nous dit c'est en guerre, mais non, c'est le Conseil de défense qui décide tout seul dans son coin, de manière non publique. Il y a même des ministres qui n'y vont pas et qui n'y sont pas invités. Moi, j'ai été effaré. J'ai eu en face de moi, à un moment donné, pour discuter d'une des lois qui devait prolonger l'état d'urgence sanitaire et dont on ne sait pas où elle est passée. J'avais le ministre Taquet qui était au banc et qui défendait ce projet de loi. Et je lui demande est-ce qu'il est déjà allé au Conseil de défense ? Qui défend un texte sur l'état d'urgence sanitaire, vous êtes au courant quand même de ce qui se passe, de la situation sanitaire du pays. Il n'a jamais été invité au Conseil de défense. Alors aujourd'hui, vous réclamez quoi, Hugo Bernalicis ? Il ne soit pas à la limite. Bon, donc c'est pour ça que c'est pas le bon cadre. Par rapport à cette situation, vous réclamez quoi aujourd'hui ? Des mesures plus restrictives comme l'Allemagne va le faire ? Non, qu'on s'organise. Pour l'école, on l'a dit je sais pas combien de fois, il faut dédoubler toutes les classes du pays. Et donc il faut que les jeunes puissent venir par roulement en classe. Et que le reste du temps, ils sont en études surveillées. Et qu'on puisse d'ailleurs embaucher des tas d'étudiants qui n'ont plus le petit boulot parce que les bars sont fermés, les machins, il n'y a plus rien qui se passe. Et qui puissent eux aussi avoir cette activité-là et ces sources de revenus-là. Mais les écoles dédoublées, c'est des problèmes pour les parents, c'est des problèmes pour les professeurs. Comment ça, c'est des problèmes aussi pour les parents ? C'est des problèmes d'organisation pour les parents ? Non, mais je vous parle de dédoubler les classes, pas de dire comme ils ont fait là, où on reste à la maison. Non, ils seraient tout le temps à l'école, là, pour le coup. Donc il faudrait le double de professeurs ? Oui, donc, non, parce que pas le double de professeurs. Il faudrait doubler le nombre d'enseignants par des assistants d'éducation, des étudiants, quoi, qui ont pas de boulot et qui sont là, et qui eux aussi sont confinés et ont une partie des cours en distanciel, qui puissent surveiller dans des classes. Mais du coup, ça demande de la logistique, parce qu'il faut des locaux pour ça. Mais vu qu'on fait plus de sport et qu'il y a des gymnases, pourquoi on n'en fait rien de ces gymnases ? On pourrait respecter les gestes barrières et fonctionner de la sorte. Enfin bref, s'organiser, pas juste dire c'est fermé ou c'est ouvert. Voilà, il y a peut-être des mesures plus adéquates à prendre. Quant aux tests, vous avez vu, alors on n'en parle plus parce qu'un buzz en chasse l'autre, les actualités tombent matin, midi et soir. On n'a quand même pas tranché cette histoire des tests et des autotests, des tests salivaires pour les enseignants. Où on a dit qu'on leur ferait payer 1 euro symbolique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour permettre le déconfinement, Hugo Bernalicis, il ne faut pas de flambée épidémique liée à un nouveau variant. Le brésilien, par exemple, 120% plus contagieux, qui fait des ravages au Brésil. Le gouvernement a annoncé cet après-midi la suspension des vols entre le Brésil et la France. Vous aviez alerté sur cette situation ? Oui, parce qu'on est comme tout le monde, on lit la presse, on regarde ce que disent les épidémiologistes, mais visiblement, nous, on écoute, on regarde ce qu'ils disent, mais pas Emmanuel Macron dans son Conseil de défense. Et on voit bien que son objectif, il n'est pas d'intérêt général, son objectif, il n'est pas sanitaire, son objectif, il est strictement politique et dans son intérêt. Il pense que ça va lui nuire s'il doit reconfiner, donc il n'a pas voulu mettre de mesures restrictives ou s'organiser différemment, et donc à la fin, on arrive devant le mur. Les soignants disent ça va exploser, bam, on reconfine. Derrière, il y a un variant, ils disent non, je peux pas interdire un vol parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire ? Enfin, c'est insupportable. Donc pour vous, Hugo Bernalicis, on l'a compris, c'est un gros manque d'organisation du gouvernement. Oui. Merci Théo Grévin, merci Hugo Bernalicis. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. On est en direct effectivement sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, que vous nous écoutez peut-être depuis notre site internet fréquenceesj.com ou sur les applications TuneIn ou Radioline. Eh bien sachez que si vous avez une enceinte connectée Alexa ou Google Home, vous pouvez aussi nous écouter dessus. Comme ça vous pourrez nous entendre encore mieux. Près de
11 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Le Premier ministre Jean Castex affirme que les engagements sont tenus. Ces objectifs de vaccination sont pourtant en dessous de ceux initialement prévus au mois de décembre. Quant à l'opposition de gauche dont vous faites partie, Hugo Bernalicis, elle appelle toujours à faire du vaccin un bien universel. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous êtes favorable à l'idée de faire de ce vaccin un bien universel. Oui. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est Emmanuel Macron. Hein. Mais alors comment est-ce qu'on fait ? Je sais pas, Emmanuel Macron l'a proposé, donc il faut le mettre en œuvre. Concrètement, comment ça se passe pour avoir la licence universelle ou globale pour le vaccin? Il pourrait y avoir un certain nombre de dispositions, et notamment des dispositions européennes qui prévoient qu'en cas de crise majeure, on puisse faire cette demande. Donc c'est au gouvernement européen de se mettre d'accord. Mais là, alors, vous demandez une réponse européenne à cette question pour obtenir les brevets. Même une réponse française. Hein. Si la France décide toute seule qu'il y a une licence globale et que les brevets peuvent être mis en œuvre, c'est-à-dire le vaccin peut être fabriqué ici en France, pas de problème. Mais on a les moyens de faire pression face aux groupes pharmaceutiques, face à AstraZeneca, Pfizer BioNTech. On parle de... À un moment donné, est-ce qu'on peut parler de Sanofi dans ce pays ? Qu'on a gavé d'argent public année après année, de crédit impôt recherche, ça se chiffre en milliards d'euros. Et ces gens-là sont pas fichus de nous produire un vaccin. Par contre, ils sont capables de délocaliser, de fermer des centres de recherche depuis plusieurs années. Ça, ils en sont capables. Depuis le début de la crise sanitaire, ils ont continué de fermer des labos de recherche. Mais alors, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on fait pour obtenir les vaccins des autres entreprises. Donc là, je vous dis, il faut une licence globale. Il y a eu un vote et une discussion à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. La France a voté contre la licence globale, alors qu'ils nous expliquent matin, midi et soir qu'ils y sont favorables. À la fin, ils ont fini eux-mêmes par dire que oui, de toute façon, ça servait à rien parce qu'on n'a pas les chaînes de production. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, comme le débat précédent, mais il faut s'organiser. Mais vous êtes qui ? Vous gouvernez un pays ou vous êtes en train de faire une partie de cartes? Hugo Bernalicis, ça changerait quoi pour la France ? Ça changerait quoi pour la France et les Français qu'on puisse avoir accès à ces brevets ? Eh ben, ça permettrait de faire des chaînes de production de vaccins dont on a la certitude qu'ils fonctionnent. Et pas de dépendre, par exemple, j'en ai un exemple qui date de hier ou aujourd'hui, je sais pas, l'info est peut-être tombée hier, Johnson & Johnson. Il devait y avoir, 200 000 doses là qui devraient arriver. Un peu plus de 2000 doses qui devaient arriver lundi prochain, le 19 avril. On nous a vendu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand il y a eu le débat, le même Jean Castex était venu à la tribune le lendemain d'Emmanuel Macron pour nous dire en plus on a Johnson & Johnson, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avant c'était AstraZeneca, on a vu ce que Alors le vaccin Johnson & Johnson, là c'est les Américains qui soupçonnent un risque de thrombose, donc ils suspendent les livraisons pour l'instant vers l'Union Européenne, donc vers la France. Est-ce qu'on doit quand même exiger d'obtenir ces doses selon vous, Hugo Bernalicis ? Non, on doit pouvoir en produire dans le pays, bon sang. Il y a les vaccins, il y a le vaccin russe. On est en train de le faire. Emmanuel Macron explique que Sanofi est en discussion et en accord avec d'autres groupes pharmaceutiques comme Pfizer et AstraZeneca. Vous êtes fait intoxiquer comme tout le monde. C'est les Échos qui l'ont le mieux expliqué cette situation. Ils ont dit on va nous envoyer de l'ARN congelé qu'on va décongeler en France et mettre dans les flacons. C'est ça le fameux produire en France qu'on a aujourd'hui là en ce moment. Donc, selon vous, c'est quoi ? C'est un mensonge du gouvernement, ça ? Bien sûr. De toute façon, il les additionne et les étale depuis le début de cette pandémie. Vous voulez qu'on fasse la liste ? Les masques. Je rappelle que vous, comme moi, on a tous entendu à la télé et pas que de la bouche d'un seul ministre. Alors oui, il y a eu le couac des masques, il y a eu le couac des tests, mais là, on est sur les vaccins. Ils enchaînent. Comment on fait ? On peut pas demander à Sanofi de trouver miraculeusement un vaccin. Hugo Bernalicis. Non, les formules, elles sont là. Il y a 5 vaccins cubains qui ont été proposés. Il y a le vaccin chinois, il y a le vaccin russe, il y a ce que font les Anglais. Vous voulez qu'on accepte les vaccins russes et chinois ? Tous les vaccins. Moi, je veux qu'on accepte tous les vaccins qui fonctionnent. Voilà, c'est tout. Après, on peut dire qu'il y a un problème diplomatique et qu'on veut pas les vaccins et qu'on veut pas vacciner les gens ici. Mais je pense que là, c'est pas le moment de faire des problèmes diplomatiques. C'est le moment de vacciner les gens. Voilà. Donc, je me pose bien des questions. Puisque, par exemple, pour le vaccin russe, il est censé être devant, en ce moment, à l'Agence européenne du médicament pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et l'Allemagne est actuellement en discussion avec la Russie pour potentiellement en acheter. Les Allemands n'ont pas attendu de discuter avec les Russes. C'est une erreur de la France de pas faire de même. On doit être en discussion directement avec Moscou actuellement. On a fait confiance à l'Union européenne qui protège, et on voit que l'Union européenne, c'est aussi un fiasco, parce qu'y compris, et je vous rajoute par-dessus le marché, l'opacité des prix des vaccins en tant que tels. Parce qu'on peut se dire, vous et moi, on s'en fiche, les vaccins sont gratuits en France, mais enfin ils sont quand même dans les comptes de la sécurité sociale, donc ça nous intéresse un petit peu le prix qu'on va payer, parce que qu'est-ce qui s'est passé là dans l'intervalle ? On a un nouveau milliardaire en France, on en a 3 selon les statistiques, 3 nouveaux milliardaires
entre 2020 et 2021. Mais alors, Hugo Bernalicis, j'aimerais qu'on revienne sur le PDG de Moderna. J'aimerais qu'on revienne Hugo Bernalicis sur. Il engrange les milliards. Et vous, ça vous choque pas qu'il engrange les milliards et que nous on galère à se faire vacciner? Hugo Bernalicis, vous avez dit que l'Union européenne a les moyens. Vous l'avez dit au début de l'interview, qu'on a les moyens d'exiger les brevets. Comment on a les moyens juridiques de le faire? Oui, bien sûr. Et ben on dit que c'est un bien commun, fin de l'histoire, et on force donc les entreprises étrangères, mais vous savez, dans le droit français, on a des choses qui sont effectivement des AstraZeneca est anglais, il fait plus partie de l'Union européenne. La réquisition. C'est-à-dire que vous dites, bah voilà, il y a un enjeu d'intérêt général, l'État a besoin de tel outil de production, ça aurait pu être des masques, on aurait pu faire ça d'ailleurs, on a réquisitionné des masques et pas des chaînes de production. Très rapidement, on aurait pu aussi réquisitionner des chaînes de production. Et donc c'est extrêmement important que l'État, la puissance publique, puisse dire dans des périodes de crise, parce que c'est là où il faut le faire, sinon ça sert à rien ces mesures-là, de se dire oui, nous réquisitionnons telle molécule, tel savoir-faire, et nous mettons en œuvre les chaînes de production pour le produire en masse. Sinon, c'est la cupidité à la fin et la course. Et encore, nous, ça va, on est au nord de l'hémisphère, mais qu'en est-il des pays africains, des autres pays du sud de l'hémisphère? Ils auront quand les vaccins? Et c'est pour ça que les Cubains ont dit... Donc l'Union européenne doit exiger aujourd'hui les brevets, c'est ce que les Cubains ont dit, nous ne produirons pas de vaccins pour l'Union européenne qui se débrouille avec leur égoïsme. Et ils ont raison au fond, et j'ai honte pour la France et pour l'Europe qu'on soit dans ce genre de compétition économique, même pendant trop d'égoïsme en France et en Union européenne. Majeure. Merci beaucoup Hugo Bernalicis. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Jeudi, le projet de loi sécurité globale doit être définitivement adopté à l'Assemblée nationale. Cette loi doit donc permettre de mieux protéger les forces de l'ordre et de faciliter leur action. Hugo Bernalicis, comme beaucoup d'autres députés, notamment au sein même de la majorité, vous avez fustigé ce texte. Depuis, il a été remanié et même réécrit. On verra ce que vous en pensez dans moins de 3 minutes, juste après un titre de Lilywood and the Prick. C'est A Song sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Vous êtes bien dans 20h l'invité. Hugo Bernalicis, député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, est avec nous pour encore une bonne demi-heure. Et on le disait il y a quelques minutes, le projet de loi sur la sécurité globale sera voté définitivement jeudi par l'Assemblée nationale. Le texte a été grandement remanié par les sénateurs, mais l'opposition pointe encore et toujours des zones d'ombre dans le texte qu'elle juge liberticide. Axel Rebaud. Hugo Bernalicis, jeudi, vous voterez donc contre ce texte malgré sa mise à jour? Ah oui, d'ailleurs, c'est moi qui vais défendre la motion de rejet préalable du texte. Donc vraiment complètement contre le texte. Il n'y a pas plus contre que la motion de rejet. Donc oui, d'ailleurs, je vais essayer de faire en sorte qu'elle passe avec une probabilité proche du néant, mais c'est pas grave, on va quand même défendre notre point de vue. Et oui, mon opposition à cette loi sécurité globale est tout à fait globale. Je pense que la plus grosse modification qu'ont opéré les sénateurs, ils n'ont pas fait des véritables modifications en réalité, c'est surtout sur le titre. Puisqu'ils ont rajouté un petit morceau. À présent, c'est ce nouveau texte, c'est la loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. Respectueux des libertés. Alors là, faut quand même se poser des questions. Quand on modifie le titre pour se justifier alors, en disant le fond, selon vous, n'a absolument pas changé. Des libertés, à mon avis, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ce texte, pour vous, c'est la même chose ou c'est le même texte en pire, selon vous, Hugo Bernalicis? Ah bah, il y a des choses qui sont pires. Il y a quelques ajustements qu'a opéré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pire dans ce nouveau texte? Eh ben, notamment sur la question de l'usage des drones, où on a encore plus étendu que ce qui était prévu dans les rédactions au niveau du Sénat. Ils ont par contre amoindri certaines dispositions pour pouvoir accéder en temps réel aux caméras dans certaines zones. Donc ils ont réduit le périmètre dans certains endroits, ils l'ont élargi dans d'autres. Effectivement, les policiers pourront par exemple demander les caméras de visionner les caméras de surveillance dans des magasins par exemple ou des rues, mais par exemple les drones, eux, ne pourront plus utiliser les technologies de reconnaissance faciale par exemple. Alors ça, c'était déjà pas prévu dans le texte initial. D'ailleurs, nous on avait mis des amendements pour que ça soit interdit. Parce qu'aujourd'hui, le texte dit juste rien. Il dit pas qu'on est autorisé, ni qu'on est c'est interdit. Et donc, on les suspecte quand même, parce que c'est quand même le sens de l'histoire, de vouloir l'autoriser à titre expérimental pour les JO de 2024, qui va être ce ça, c'est dangereux selon vous pour les vendeurs de sécurité. La reconnaissance faciale, c'est quelque chose de dangereux selon vous, Hugo Bernalicis? Bah oui, alors en plus, on dit reconnaissance faciale, mais c'est pas tant la reconnaissance faciale que tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance faciale, en fait, marche pas si bien que ça. En réalité, on peut facilement la contourner. Donc, ce que font les vendeurs de sécurité, les marchands de sécurité, c'est qu'ils vous proposent des algorithmes qui détectent les comportements suspects. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes... Ça, c'est pas dans la loi, Hugo Bernalicis.
Non, mais il y a déjà des expérimentations. Regardez, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui détectent si vous avez un masque ou pas dans le métro parisien. C'est la RATP qui expérimente ça. Alors, une première fois, ils avaient expérimenté pendant le premier confinement. Il y avait eu un recours au Conseil d'État. Selon vous, Bernalissi, ce texte, c'est la porte ouverte à tout plein de dérives qui arriveraient peut-être plus tard, en fait. Est-ce que vous avez joué vous êtes comme moi. Est-ce que c'est pas un peu affoler les foules de dire ça? Vous êtes encore jeune. Vous connaissez le jeu Watch Dogs? On le connaît, oui. Bon, ce jeu d'Ubisoft ou dans une société pas si lointaine que ça, où vous baladez, il y a des drones partout, il y a des caméras partout. D'ailleurs, c'est le speech du jeu, c'est que vous pouvez accéder aux drones et les pirater et vous-même lutter contre cette société totalitaire. Et bien c'est ça, voilà, c'est ça qu'on nous prépare demain. Moi je veux pas. C'est donc Hugo Bernalissi, c'est la généralisation. C'est la généralisation des caméras qui vous fait peur aujourd'hui. Oui, et son accès en temps réel dans un même centre de commandement, c'est que vous pouvez être filmé matin, midi et soir partout où vous allez. Mais on a quand même dans le hall d'immeuble, dans les services publics, dans l'espace public. Avec les drones, enfin, c'est bon quoi. Mais Hugo Bernalissi, dans le texte, quand on prévoit par exemple d'équiper les policiers de caméras par exemple, est-ce que c'est quand même une bonne chose? C'est déjà le cas en fait, en l'occurrence. Mais elles ne sont pas obligatoires ces caméras. Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut quand même protéger non seulement les policiers mais aussi les citoyens de pouvoir filmer en permanence? Elles ne seront pas obligatoires non plus, mais elles sont expérimentées notamment dans l'administration pénitentiaire. Je suis allé visiter une prison il y a encore pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, et je voyais un agent de l'administration pénitentiaire qui était équipé de cette fameuse caméra. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que ça change? Un petit retour terrain, parce que du coup sinon ça sert à rien qu'on vote des trucs si on va jamais constater si ça change quelque chose. Bon, il me dit, ça change rien. Moi je dis, comment ça change rien? Il me dit, oui, en fait il y a des fois où ça va pacifier les choses parce que la personne on va lui dire qu'elle est filmée, et il y a des fois où quand on lui dit qu'elle va être filmée, la personne s'énerve encore plus. Donc finalement, il y a autant d'intérêts que d'inconvénients. On a juste un équipement en plus là sur la poitrine. Les études américaines qui ont été faites, parce que attendez, c'est des sujets importants. Les études américaines qui ont été faites, les études suisses qui ont été faites, allemandes, parce qu'il n'y a pas d'études françaises qui est faite. Faut savoir, il y a pas sur l'usage des caméras, sur l'utilité vis-à-vis de la sécurité. Voilà, on ne sait pas. Mais on le fait quand même. On va acheter des caméras. On ne sait pas si ça marche ou pas, mais bon, on le fait quand même. Ce que ça montre aux États-Unis, c'est que soit le bilan il est nul, comme je viens de vous le dire, donc il y a autant d'intérêts que d'inconvénients, soit même il est négatif. Donc selon vous, ça ne change rien, voire c'est pire quand on a des caméras. Oui. Hugo Bernalissi, Jean-Luc Mélenchon disait en décembre qu'il faut tout jeter de cette loi. Oui, est-ce que vous considérez quand même qu'on doit quand même mieux protéger les policiers en France? Ben oui, mais comment vous voulez mieux protéger les policiers en France? Je vous le demande. Est-ce que elle est où la contre-proposition de la France Insoumise? Parce que fait la France Insoumise à part dire la proposition du gouvernement n'est pas adéquate? Écoutez, je vais faire la promotion de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si vous voulez être sur ma chaîne YouTube et celle de Daniel Obono, nous sommes en pleine audition d'un certain nombre de spécialistes et d'experts pour faire des propositions de loi cadre sur la sécurité et sur la justice que nous dévoilerons à la rentrée prochaine et qui ont vocation à apprendre tous les champs du fonctionnement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, entre autres. Bon. C'est quoi les grands points de vos propositions qui arriveront bientôt? D'abord, contre quoi on veut lutter avec les caméras? Contre la sécurité, les discriminations que pourraient faire les policiers et l'agressivité que peuvent avoir les gens en face. Quelle est la méthode la plus efficace? La formation. La formation à quoi? Quand c'est la conflictualité, la formation à la désescalade, parce que la caméra, elle vous protégera pas du coup de poing du type qui va vous mettre un coup de poing en face. Ça, vous l'aurez filmé, il n'y a pas de problème. Mais elle vous protégera pas du coup de poing. Tout comme la caméra de vidéosurveillance ne va jamais se décrocher de là où elle est attachée pour venir vous porter secours. Jamais, à aucun moment. Donc l'effet dissuasif, il est nul et non avenu. Par contre, avoir de la formation initiale, la passer de là à 1 an à 2 ans, ça c'est plus protecteur pour les policiers, par exemple. Avoir des formations... Très rapidement, Hugo Bernalissi. Avoir de la formation continue qui permette d'appréhender le réel, ça c'est important et c'est efficace. Remettre en place une police de proximité qui soit localisée à taille humaine sur des quartiers qu'ils puissent appréhender, où eux puissent connaître les habitants et les habitants puissent les connaître, ce sont des facteurs de désescalade et d'apaisement, comme c'est le cas dans les zones gendarmerie. Merci Hugo Bernalissi. Merci Hugo Bernalissi. On a encore plein de sujets. Il faudrait 1 heure pour... Exactement, voilà, on a encore plein de sujets à aborder, malheureusement. Et je tenais juste... surtout pas qu'on raconte rien sur la police. Enfin, ça fait 4 ans que j'y travaille. Il y a le livret sécurité de la France Insoumise, c'est mon domaine de compétence. Je suis ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Enfin, s'il y a bien un domaine, je vais pas dire s'il y a bien un domaine où on est fort, parce qu'on est fort sur tous les domaines, mais en tout cas, où c'est bossé et où on maîtrise nos sujets, c'est bien celui de la sécurité et du ministère de l'Intérieur. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on suréquipe, c'est de l'escalade. Et qu'en face, ça suréquipe et qu'à la fin, ça finit mal. Merci Hugo Bernalissi. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG.
parlait simplement en début d'émission, ce vote symbolique donc à l'Assemblée nationale pour le report ou non des élections régionales et départementales. Et donc dans un vote symbolique, les députés ont approuvé largement la tenue des élections régionales et départementales en juin à 443 voix contre 73. Voilà. La loi climat et résilience issue de la Convention citoyenne pour le climat est toujours discutée à l'Assemblée nationale et ce depuis 2 semaines. Un projet qui devait reprendre sans filtre les propositions des citoyens mais qui a finalement vécu de nombreuses modifications. On revient sur les avancées et les renoncements de cette loi climat mais aussi sur l'ambition de la France insoumise en la matière avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Hugo Bernalici. Bonsoir. Les députés ont voté samedi soir l'interdiction des liaisons aériennes pour les trajets équivalents en train de moins de 2h30. C'est une victoire pour vous, ce point-là au moins? Bah oui, parce qu'on avait fait une proposition de loi avec mon collègue François Ruffin il y a de ça 1 an, on nous avait rionné. On a dit mais comment, vous n'y pensez pas? Mais vous vouliez une barre... vous allez mettre en péril un secteur d'activité. Vous vouliez une barre de 4 heures à l'origine. Là vous êtes un Oui. petit peu déçu sur cette petite modification de durée? Oui, non mais c'est sûr, on ferait mieux à leur place. Si c'est ça que vous me demandez, évidemment on ferait mieux à leur place, c'est pour ça que j'espère qu'on va les chasser en 2022. Non, je demande seulement si le compromis va finalement. Non, il me va pas, mais ça va dans le bon sens. Donc c'est mieux que s'il y avait rien ou que si c'était pire. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que finalement, il faut rien lâcher sur le fond, parce que l'idée, elle a émergé quand même sur notre bord politique et qu'ils ont fini par la reprendre. Alors, la Convention citoyenne est passée par là et c'est tant mieux. D'ailleurs, on avait pointé que 90%, je crois, des mesures de la Convention citoyenne étaient tout à fait raccord ou présentes dans le programme de l'avenir en commun de la France insoumise. Vous venez de dire que ça allait dans le bon sens, donc vous étiez content pour cette mesure. Pourtant, au départ, Jean-Luc Mélenchon, en tant que député, avait rejeté ce texte par l'intermédiaire de sa fonction, alors qu'il apporte des avancées. Il avait rejeté quoi Il avait mis une motion de rejet pour sur cette le loi. texte dans son intégralité. Voilà, oui, bien sûr. Alors, pourquoi le rejeter dès le départ, alors qu'elle peut apporter quand même des avancées? Mais parce que, en fait, quand vous faites vous positionnez politiquement, il y a des choses qui vont pas dans le bon sens et moi j'aime pas les arnaques. Et quand on explique aux gens qu'on va avec ce texte-là atteindre les objectifs de la COP 21, c'est-à-dire rester en dessous des 1,5 degrés, c'est un sujet sérieux. C'est les alertes des scientifiques, du GIEC, qui nous expliquent que nous, ici autour de la table, est-ce qu'on veut connaître un monde où il y a la moitié de la Bretagne qui est sous l'eau? Bon, moi j'aime bien la Bretagne, j'y suis allé pas si souvent que ça, et j'aimerais bien y retourner à l'occasion et pas avoir la moitié de ce secteur sous l'eau. Mais vous dites j'aimerais que pas avoir la centrale de Gravelines sous l'eau non plus, par exemple. Vous dites que c'est une arnaque, mais parce que l'enjeu. Mais la la majorité présidentielle pourrait vous dire que la Convention citoyenne pour le climat, c'est quand même inédit. C'était un laboratoire expérimental de la démocratie et que c'est la première fois que ça est arrivé. Donc il faut peut-être arriver à des compromis. Il faut remercier ceux grâce à qui on en est là et qui a eu grâce à qui il y a eu cette Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire le mouvement associatif et le mouvement écologiste. Je pense notamment à tous les décrocheurs de portraits, on en parlait tout à l'heure, de l'action non violente COP21 qui fait des actions, le réseau Action Climat, le RAC, etc. Bon, tout un tas de gens qui ont poussé le gouvernement à agir et à faire des choses. La Convention citoyenne pour le climat, ça tombe bien, elle raconte des choses plutôt raccord avec le programme de la France insoumise, pas dire très raccord avec le programme de la France insoumise. Ils avaient dit qu'ils le prendraient sans filtre, ils ne le font pas. Macron, pour faire ses effets d'annonce, le monarque, a dit « Je vais créer un haut conseil sur le climat ». Bon, très bien, il crée un haut conseil sur le climat. Que dit le haut conseil sur le climat sur le texte d'Emmanuel Macron? Que dit le haut conseil sur le climat? Il dit « Avec ce texte, nous n'atteindrons même pas les objectifs que s'est fixé la Macronie à elle-même de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Objectifs qui sont en train d'être rediscutés au niveau européen pour passer à 55%. Donc pas assez d'ambition, on l'a bien compris selon vous. Mais non, mais à la fin c'est criminel. Lorsque vous, en tant que député, avec votre groupe... Mais c'est pas juste pas assez d'ambition, c'est que si c'est pour faire ça, qu'ils retournent à la maison et qu'ils laissent leur place. D'où le fait de s'opposer. On va revenir sur ce que vous proposez en tant que député avec le groupe de la France Insoumise. Quand vous demandez par exemple la dernière en date d'interdire la publicité pour les smartphones, est-ce que... Entre autres, parce qu'il n'y avait pas que ça dans l'amendement, j'étais là quand on l'a défendu. Mais est-ce qu'elle est là la priorité et que vous n'avez pas peur de vous donner une image un petit peu d'amiche comme les traitait Emmanuel Macron? Non, parce que vous aurez remarqué que c'est pas un amendement qui interdit les smartphones, hein. Non, c'est la publicité pour. Non, mais je le dis parce que le raccourci il peut vite faire. Non, mais le raccourci n'a pas été. Les smartphones. Non, pas de problème, j'en ai un. Il fonctionne très bien. D'ailleurs, je me fais souvent tirer les oreilles
parce que je sais qu'il y a des métaux rares dedans, je suis au courant que le recyclage de ces appareils-là est mal foutu, etc. Et pourtant j'en ai un. Donc on vit tous avec nos contradictions, mais j'en suis bien conscient. Et si on pouvait éviter de me mettre des publicités dans la tête pour que j'ai envie d'en racheter un, parce que il est plus au top au bout d'un an, et que je le garde 2 ans plutôt qu'1 an, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ça l'objectif. On proposait aussi d'interdire les publicités pour les énergies fossiles et pour tout ce qui utilise des énergies fossiles, parce que des publicités pour le pétrole, on n'en voit pas souvent à la télé, hein. Franchement, c'est pas trop le problème principal. Et donc on avait en ligne de mire les publicités pour les SUV. Pour ces types de véhicules-là notamment, et donc on avait fait un amendement vachement bien rédigé d'ailleurs, avec le nombre de CO2 qu'émet la voiture, avec des critères pour pouvoir faire ou non la publicité. On a bien compris, Hugo Bernalicis, sur ce point-là. Il y a un autre point qui est très important. Nos amendements, ils se sont fait jeter. Oui. Il reste à la fin que l'interdiction des publicités sur les énergies fossiles, c'est-à-dire rien du tout. Autre point très important, à un an des élections présidentielles, on aura l'occasion d'en parler juste après, il y a la question du nucléaire, la sortie du nucléaire voulue par Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il propose dans 9 ans, en 2030, d'être à 100% d'énergie renouvelable, alors que même les Verts proposent en 2050, en se basant sur l'agence de la transition écologique. Est-ce que là, on n'est pas dans une surenchère de qui est le plus écologique pour avoir des effets d'annonce? Peut-être que c'est de la surenchère, mais c'est de la bonne surenchère en l'occurrence. Peut-être que c'est impossible. Pour vous, tant pis, même si c'est faux, au moins on amorce un mouvement. Non, c'est pas tant pis, même si c'est faux. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, si on se fixe l'objectif de l'atteindre en 9 ans, et encore, je dirais 8 ans, parce qu'il faut le temps d'accéder au pouvoir, hein, quand même, il y a des élections l'année prochaine, sans doute qu'on n'atteindra pas l'objectif. Mais on aura tout donné, on aura mis un maximum de moyens sur un minimum de temps. Parce que c'est une course contre la montre. La planète, elle attend pas, hein. Elle attend pas qu'on décide des bonnes choses, etc. La biodiversité, elle se dégrade par elle-même. Les extinctions d'espèces, ça continue. Et en fait, c'est l'écosystème qui permet la vie humaine qui est en train de se dégrader, pas petit à petit, ça va extrêmement vite. Là, on vient de voir les agriculteurs, les gelées à répétition tels qu'ils sont là. Ça va continuer. Les étés caniculaires qui sont de plus en plus nombreux, ça va continuer. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Merci Hugo Bernalicis. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Dans moins de 3 minutes, on s'intéresse à l'élection présidentielle 2022 et à cette union de la gauche voulue notamment par Europe Écologie Les Verts. Elle semblait être tombée à l'eau, ou en tout cas se faire sans la France Insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa candidature. Pourtant, des alliances ont été effectuées pour les élections régionales, notamment là où vous présentiez Hugo Bernalicis dans les Hauts-de-France. Écologistes, socialistes, insoumis et même communistes sont tombés d'accord pour soutenir la même candidate. Alors l'union de la gauche est-elle finalement possible avec la France Insoumise? On revient dessus juste après. Going Down de Gabri Ponte sur Fréquence Uezi, It's and Talk. Fréquence Uezi, les 20h51, dernière ligne droite avec vous Hugo Bernalicis, député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. N'hésitez pas, pour suivre toute l'actualité de 20h l'invité, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'ailleurs de Fréquence Uezi, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Dans 1 an seulement, l'élection présidentielle de 2022 aura lieu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont pour l'instant donnés au second tour. Pourtant, la gauche tente de s'organiser pour changer le scénario avec une candidature commune. À l'échelle régionale, vous êtes unis, Hugo Bernalicis, avec le PS, les Verts et le Parti communiste. Derrière l'eurodéputé écologiste Karima Delli dans les Hauts-de-France. Donc, Bastien Cochet, vous faites le point sur cette difficile union des gauches avec vous, Hugo Bernalicis. Hugo Bernalicis, cette candidature commune derrière Karima Delli, c'est une manière de montrer l'exemple au reste de la gauche pour vous? Non, j'ai pas d'exemple à montrer. C'est juste que dans les Hauts-de-France, il y avait là les conditions qui étaient réunies pour qu'on se retrouve sur la même liste. Et que les conditions ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Et j'ai envie de vous dire, pas de notre fête. Et comment vous avez fait pour choisir Karima Delli en tant que tête de liste? Parce qu'elle était en tête des sondages? C'est ce qui a primé? Oui, ça joue, mais c'est pas ça qui a primé, parce que jusqu'à il y a peu, ce n'était pas prévu qu'on soit tous les 4 sur la même liste. Et c'est d'ailleurs la France Insoumise qui a fait quelque part le geste politique pour faire en sorte que tout le monde se retrouve sur la même liste. Puisque nous devions soutenir Fabien Roussel, qui lui-même s'était mis d'accord avec le Parti Socialiste, qui eux-mêmes ne voulaient pas se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts. Bon, on a inversé la tendance en disant, écoutez, si c'est comme ça, on préfère d'abord se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts et vous rassembler tous ensemble ensuite, ce qui a pu se faire. Pourtant, au niveau national, pour les régionales, vous faites figure d'exception dans les Hauts-de-France, dans cette situation d'union. Est-ce que ça ne vous inquiète pas pour la présidentielle dans 1 an? Non, mais parce qu'en plus, il
des sujets à la région qui sont pas traités au niveau national. On pourrait parler du nucléaire, par exemple. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur cette liste, sur la question. Mais sur le point de l'union des gauches, est-ce que ça ne vous inquiète pas sur l'horizon qui arrive dans un an très rapidement? Qu'est-ce que vous voulez qui m'inquiète? Sur la situation, on voit les différents représentants de gauche se tirer à boulet rouge, se mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est pas bien. Et nous, on a proposé qu'il y ait un pacte de non-agression entre forces de gauche, parce que ça suffit. On a été les premiers à être traités d'islamo-gauchistes, souvenez-vous. Personne n'a rien dit. En se disant, bien fait pour les insoumis, tiens, on les a mis dans la case islamo-gauchiste, alors que ça n'avait aucun sens, mais c'est pas pourtant, Jean-Luc Mélenchon, ce pacte de non-agression, il le respecte plus ou moins. C'est arrivé aux universitaires, puis à Europe Écologie Les Verts, et là tout le monde s'est dit, quel scandale, etc. Moi, je dis, il faut faire front quand il y a des attaques comme celle-là, qui sont ignobles. Mais l'UNEF a été attaqué, il fallait que tout le monde prenne sa défense. Quand Jean-Luc Mélenchon tweet que le candidat de gauche en Équateur a perdu de 4 points de près à cause du candidat vert qui a refusé de le soutenir. C'est vrai. On voit très bien le rapprochement qu'il y a avec la situation en France. Est-ce que là, c'est le discours le plus diplomatique qu'il pourrait avoir pour une vraie union des gauches? C'est la vérité. Il décrit pourquoi le candidat là-bas a perdu. Mais vous savez, pour vous, il y a vraiment aucune intention derrière ça, aucun message adressé à ses partenaires. Il y a un message. L'écologie politique n'est pas neutre. Ce n'est pas ni de gauche ni de droite comme certains voudraient bien faire l'entendre. Si on veut faire la transition écologique dont on a parlé juste avant en rapport avec la loi climat, point du discours, c'est qu'il faut s'opposer au système capitaliste financiarisé qui produit les inégalités et qui produit les gaz à effet de serre en début d'émission, Hugo Bernalici. Dans ce monde de croissance soi-disant infinie. En début d'émission, Hugo Bernalici, vous avez parlé du fait que vous vouliez remporter l'élection présidentielle derrière Jean-Luc Mélenchon. Personne d'autre selon vous? C'est le mieux placé pour l'instant. Alors, puisque c'est le mieux placé dans les sondages, les sondages ne font pas tout. Ça c'est sûr. Certains mais pourraient dire que c'est nous qui sommes devant. Vous êtes dur quand même. Oui, quand c'est les autres, vous dites regardez, ils sont devant vous, mettez-vous avec eux, mettez-vous derrière nous. Pourquoi personne ne dit ça sur les plateaux télé? Oui, mais pourquoi personne ne dit mettez-vous derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier, il est en tête. Pourquoi ce serait à nous de nous justifier de l'union alors même? Je le redis, il n'y a pas de oui mais, redis. Pour les élections régionales, nous avons tendu la main à Europe Écologie Les Verts, au PCF, à toutes les organisations politiques. Je l'assume, à la gauche du PS, donc hors PS, pour leur dire mettons-nous d'accord dans tout le pays. Hugo Bernalici, c'est ce qu'on a proposé. Partout. Ce qu'avancent certaines personnalités de gauche, c'est que la personnalité même de Jean-Luc Mélenchon pourrait être clivante pour rassembler le plus possible. Elle a fait 19,8% des voix la fois dernière. Oui, mais arrivé seulement 4e et n'a pas accédé au second tour. Et les autres, ils ont fait combien? Ils ont fait moins, vous avez raison. Mais sauf Yannick Jadot, il a fait combien la fois dernière? Puisque vous demandez, la fois dernière, il y a eu plein d'élections. Il y a eu les élections européennes où ils étaient devant vous aussi. Vous n'avez fait que 6%. Yannick Jadot a fait plus de 13%. Exactement. Il faut aussi voir, il faut aussi comprendre que l'univers politique a pu changer en France aussi. Il y a 75% de participation à l'élection présidentielle, 35% à l'élection européenne. Mais puisque vous vous appuyez sur les sondages et que selon les derniers sondages. Par exemple, je pourrais m'appuyer sur d'autres choses. Nous sommes les seuls à avoir un programme construit. Il est où le programme des autres? Mais sur une hypothèse de second tour avec les différentes personnes de gauche, Jean-Luc Mélenchon, il arrive à 40% face à Marine Le Pen, alors que Anne Hidalgo arriverait au coude à coude à 50%. Est-ce que là, vous pourriez pas vous dire la meilleure stratégie pour faire gagner la gauche, c'est d'investir Anne Hidalgo? Non, certainement pas, puisqu'elle est pour la loi sécurité globale et son article 24. Donc, raison de plus pour ne pas être d'accord avec elle. Et je suis pas prêt à renier un certain nombre de convictions pour me mettre d'accord avec des sociodémocrates, voire sociolibéraux, pas très au clair sur la question des libertés fondamentales. Dernière question, Hugo Bernalici. Vous y croyez encore? Est-ce que vous avez l'impression que ce sera possible? Écoutez-moi, vous pensez que l'union c'est la victoire et la désunion c'est la défaite. François Mitterrand, quand il gagne en 81, il n'y a pas d'union de la gauche. François Hollande, quand il gagne face à Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'union de la gauche. Il y a des fois où on est désunis, on gagne. Il y a des fois où on est unis, on gagne pas. Il y a des fois où on est unis, on gagne. Tous les cas de figure sont possibles. Ce qu'il faut, c'est convaincre les gens. Donc faire de la politique et parler du fond programmatique et de nos propositions. Moi, je veux bien qu'on parle avec Yannick Jadot et tous les autres. C'est ce qui est prévu bientôt. Mais il faut qu'ils nous disent ce qu'eux, ils pensent et quel est leur programme politique pour qu'on puisse voir les propositions, si on peut converger ou pas. Nous, on est prêts à se mettre d'accord avec tout le monde. On pourrait faire un accord de gouvernement, on pourrait faire un accord législatif. Mais pour faire des accords, il faut au moins être deux. Merci. Faut au moins être deux. Merci Hugo Bernalici, merci Bastien Cochet. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. On arrive maintenant à la question auditeur. On a récupéré vos questions que vous nous avez envoyées tout au long de l'émission et même avant. Hugo Bernalici, Aline, vous demande, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de privatiser la France insoumise? C'est-à-dire? C'est-à-dire que sans Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui reste de la France insoumise? Est-ce que votre parti ne se résume pas? Mathilde Panot, vice-présidente du groupe, Adrien Caténins, coordinateur du mouvement, Hugo Bernalici ici présent. Mais est-ce que ce sont des personnes qui sont connues responsable de la sécurité et de la des justice Français? Ça va, on n'a pas trop à rougir. D'ailleurs, on a plusieurs
plusieurs personnalités qui sont testées dans les sondages d'opinion. Je vous ai pas parlé de François Ruffin, je vous ai pas parlé d'Alexis Corbière, je vous ai pas parlé de Clémentine Autain qui est notre tête de liste en Ile-de-France pour les élections régionales et qui est une excellente candidate et elle mériterait que Europe Écologie Les Verts se mette derrière elle parce qu'ils feraient une belle liste tous ensemble et ce serait peut-être la réciproque de ce qui s'est passé dans Mais est-ce que vous n'avez pas le même problème aujourd'hui, le même problème qu'à le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'on identifie la France Insoumise à Jean-Luc Mélenchon, tout comme on associe le Rassemblement National à Marine Le Pen? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est on est le mouvement politique qui envoyons le plus de gens sur les différents plateaux télévisés et qui avons les plus grosses pages Facebook et YouTube avec des scores. Mathilde Panot, plusieurs fois, elle a fait des discours à l'Assemblée, vu 4 millions de fois sur Facebook. Vous en avez beaucoup dans les autres organisations politiques, des gens qui font 4 millions de vues sur un discours à l'Assemblée nationale. Donc, arrêtons de dire qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon. S'il y a bien une différence avec la campagne de 2017, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe d'au moins des 23 parlementaires, sans parler des gens qui ne sont pas élus et qui mériteraient d'avoir leur place au combat à nos côtés. Et donc oui, nous avons la capacité de former plusieurs gouvernements. Et vous verrez le moment venu que c'est ce qui fera notre force et sans doute notre crédibilité par rapport à encore davantage à 2017, d'exposer le plafond de verre, de gagner, de chasser le monarque et de faire une 6ème République. Merci Hugo Bernalicis. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. 20h l'invité, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Demain, toujours de 20h à 21h, c'est Storytelling sur Fréquence ESJ, votre émission culture et divertissement présentée par Bastien Cochet. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité avec Éric Alauzet, député La République En Marche de la 2e circonscription du Doubs, toujours en direct de 20h à 21h. Il est 21h, d'ailleurs sur Fréquence ESJ, passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.